RCF Notre-Dame. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de jeunes, une émission animée et produite par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne et diffusée sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, chers auditeurs, c'est avec nous Alix, Maxence et moi-même, Sacha, que vous allez vivre cette interview. Nous avons la chance d'accueillir dans notre studio ce jour un auteur et dessinateur de bandes dessinées. Né en 1986 à Montargis et diplômé des arts visuels d'Orléans, il commence son parcours avec son premier album en 2007. Et cette fois, je ne pense ne m'être pas trompé. Non, c'est ça. Puis commence à travailler pour la presse des journaux tels que Wapiti ou Mon premier journal de Mickey. Connu pour la série créée par ses soins en 2016, Trappeur de rien, mais surtout la parution hebdomadaire de La Clairière s'amuse dans le journal Spirou, et bien sûr, sans oublier la reprise du dessin en 2017 de la célèbre bande dessinée Les Lapins Crétins, aux éditions Glénat Ubisoft. Et tout ça pas très loin de notre collège, car depuis 2 ans, c'est à Châlons-en-Champagne qu'il a décidé de vivre. Nous avons nommé Thomas Priou. Bonjour Thomas Priou et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre passion et de votre métier. Merci de l'invitation. Et surtout, découvrir l'univers des bulles avec vous. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment vous est venue l'envie de faire la BD de votre... Je lisais beaucoup de bandes dessinées, moi, étant petit, et j'avais l'habitude d'avoir des Picsou Magazine, des journaux de Mickey, et il y avait les albums de mon frère qui traînaient dans les placards, et entre autres, il y avait les Astérix, les Agents 212, les Schtroumpfs, tout ça. Et je lisais beaucoup. Et puis je dessinais aussi. J'aimais bien recopier, reprendre faire des petits bonhommes, des animaux, tout ça. Et donc voilà comment c'est né, quoi. Je voulais faire la même chose que ce que je lisais. Quel a été votre parcours ? Alors après le collège, il se trouve que lorsque j'étais au collège, j'avais une prof d'art plastique qui voyait très bien que je voulais faire de la bande dessinée, puis je l'avais clairement dit. Et il se trouve qu'après le collège, je savais pas trop où aller pour faire des études de dessin. Et il se trouve qu'à 60 km de chez moi, donc à Orléans, il y avait un lycée qui proposait une option art appliqué. Et donc je me suis inscrit là-bas. On a passé pas le concours d'entrée, mais en tout cas il fallait valider une inscription. Et cette professeure d'art plastique m'a appuyé ma candidature. Et donc je suis allé au lycée Charles Péguy à Orléans en 2001. Et alors j'ai fait qu'une première année d'art appliqué, parce qu'en fait j'ai été très déçu assez vite de ce qui était proposé, parce que c'est pas du tout ce que j'espérais et ce que j'avais en tête, parce que l'art appliqué en fait n'est pas du tout du dessin académique, n'est pas du tout ça parle pas de bande dessinée forcément, mais c'était beaucoup très orienté sur le design, sur l'architecture, et en fait j'étais complètement perdu. Et ce qui fait que, tout ça pour dire que j'ai ensuite dérivé vers une première littéraire, et donc j'ai un bac littéraire avec une option art plastique. Et après le baccalauréat, en fait je suis allé aux Beaux-Arts d'Orléans pendant 3 ans en option communication visuelle. Voilà. Donc voilà au niveau des études. Puis après les études, il fallait bien que je trouve du travail. Donc j'ai commencé à montrer mon travail à droite à gauche, essayer d'obtenir des contrats, des albums. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré un auteur de BD près de chez moi, alors que j'étais encore aux Beaux-Arts, lors d'un stage où il fallait faire des stages professionnels à ce moment-là. Et j'ai rencontré un dessinateur de BD qui était en dédicace en fait à ce moment-là. Donc je suis allé à sa rencontre, et puis en fait il m'a pris sous son aile. Et ça a abouti à un premier album, en fait, en 2008. Un premier album de bande dessinée qui s'appelle Chasse en bas.
Voilà, c'était donc de petits albums jeunesse. Et on en a fait un deuxième. Et puis ensuite, j'ai continué à essayer de travailler à droite à gauche, etc. Une question que tous les lecteurs des bandes dessinées se posent. Comment crée-t-on une bande dessinée et quelles sont ces différentes étapes de création ? Alors pour créer une bande dessinée, moi je suis essentiellement dessinateur. Ce qui fait que je n'invente pas les histoires, parce que c'est quelque chose qui est assez particulier. Je préfère laisser ça aux personnes qu'on appelle des scénaristes, qui savent structurer un récit et qui savent inventer des histoires. Donc voilà, je m'occupe essentiellement du dessin. Et donc pour faire une bande dessinée, en fait il y a trois étapes. J'attends d'abord qu'on me donne le texte. Je fais ce qu'on appelle un premier découpage. Donc c'est-à-dire que je mets au crayon de papier, on va dire un premier brouillon de la page. Donc chaque image, elle est décrite dans l'histoire qu'on m'a donnée, dans le scénario. Donc par exemple case 1, il y a un bonhomme qui court, je vais faire un bonhomme qui court, etc. Une fois que j'ai fait toute la page au brouillon, je vais la faire valider auprès du scénariste, puis de l'éditeur. Et une fois que c'est validé, je peux passer ce qu'on appelle à l'ancrage. Donc en fait, je mets au propre la page de BD. Je la refais valider. Une fois que la validation est là, je l'envoie au coloriste. Voilà. Et donc sur 40 pages, je vais faire ça 40 fois. Voilà. Et une fois que l'album est terminé, on envoie tout à l'éditeur qui le transmet à l'imprimeur et ensuite on a tout. On a l'album 2 ou 3 mois après la finalisation de l'album. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail ? La création me plaît beaucoup dans la mesure où j'aime bien créer trouver une bonne tête de personnage, par exemple. Une tête d'animal ou quoi, si j'arrive à la créer alors parfois, on va dire qu'avant de commencer une page de BD, j'aime bien m'échauffer. Donc je vais faire des formes, des ronds, essayer de dessiner un bonhomme comme ça, histoire de me faire la main. Et puis parfois, on a la bonne surprise de voir qu'il y a une tête qui se met en place, quelque chose de marrant, tout ça. Donc en fait, l'inattendu, c'est ça qui me plaît beaucoup. Parce que là, évidemment, il y a toujours une partie un peu plus laborieuse que les autres, dans la mesure où des fois ça peut être un peu long de faire une bande dessinée. Moi, ça peut être laborieux. Donc, ce qui fait que de faire des petits personnages avant, ça peut être une forme de récréation. Après, j'adore faire ce que je fais. J'adore repasser au noir mes dessins, tout ça. Mais parfois, quand il s'agit de corriger, revenir sur une image, là, par contre, ça commence à être un peu fatigant, un peu usant, et c'est la partie que j'aime le moins. Mais par contre, de voir en direct les choses apparaître, et c'est quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, je crois que une partie de ma vocation vient par le fait que à la télévision, je suis déjà tombé sur des dessinateurs qui dessinaient, enfin des gens qui filmaient, qui dessinaient, et de voir apparaître une tête, un corps ou quelque chose. J'ai toujours trouvé ça magique en fait. Et je crois que je veux retrouver un peu cette sensation lorsque je dessine. Quelles sont vos inspirations dans votre quotidien de dessinateur et quel est le dessinateur qui vous a le plus marqué ? Au quotidien, en fait, de toute façon, au quotidien, c'est un peu tout ce que j'ai lu ou ce qu'on a lu auparavant. Mais en tout cas, moi, une de mes plus grandes influences, c'est Albert Uderzo, qui est le dessinateur d'Astérix. Parce que c'est tout simplement... Alors, non seulement c'était drôle, même si c'était pas lui qui faisait les scénarios au départ, mais c'était surtout très bien dessiné, quoi. C'était très bien rythmé, clair. Quand on voit des pages en noir et blanc d'Uderzo, c'est à tomber par terre. Donc c'est une de mes premières influences. Puis après toute la franco-belge derrière, quoi. Les Maurice, dessinateurs de Lucky Luke, Peyo, dessinateur de Schtroumpf, pareil en termes de lisibilité, de clarté, de compréhension de l'image, enfin de l'histoire par le dessin. Parce que le dessin était clair en fait. Au premier coup d'œil, on comprend le dessin. Et moi, c'est ce que j'essaie toujours d'avoir, c'est de toujours me dire, il faut que le lecteur comprenne ce que je suis en train de dessiner. Il faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté dans ce que je dessine, parce que sinon sinon c'est perdu. Toute la franco-belge, puis en grandissant, en fait, j'ai lu un peu de manga, parce qu'à l'époque, dans les années 90, c'était le grand essor de Dragon Ball, donc j'ai lu Dragon Ball et relu. Il y a eu Akira aussi, puis après des choses un peu plus adultes, on va dire, comme Blueberry, comme François Bouc, et les Christophe Blain, les Lewis Trondheim, tout ça, tous ces dessinateurs-là ou dessinatrices m'ont nourri en fait au fil des lectures.
Et je crois que tout ce que je dessine maintenant est un peu une synthèse de toutes ces influences. Alors moi, je suis un grand fan d'Astérix. Et c'est vrai que je trouve que Uderzo avait vraiment un style très clair et il arrivait à faire peu de crayonnés et vite passer à l'ancrage. Ah oui, il pouvait se permettre de passer, de faire un crayonné très très léger et puis d'aller sur un ancrage directement, parce que à l'époque, en fait, au début d'Astérix, il travaillait encore sur 2 séries, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il était à 5 pages par semaine, donc il faisait du Papa, du Tanguy la Verdure et du Astérix. Puis au fur et à mesure, il s'est consacré qu'à Astérix. Et mais non, c'était impressionnant et on voit que ça a pas pris une ride en fait, parce que la composition de page est juste parfaite, le dessin est super, l'ancrage est super. Puis après, évidemment, avec l'âge avançant, et je crois qu'il avait des soucis à la main, il a délégué l'ancrage à des équipes, à des studios. Mais il s'occupait au moins toujours du crayonné, et oui, c'était juste incroyable. Une question que vous devez entendre régulièrement. L'IA, intelligence artificielle, menace-t-elle les artistes comme vous ? Alors, un peu. Moi, mon point de vue, c'est que de toute façon, déjà l'IA, c'est un condensé de tout ce qui existe. Non, en fait, c'est juste l'IA ne s'est pas créée, elle s'est juste régurgité ce qu'elle a absorbé. Alors, je suis très admiratif de l'intelligence artificielle par certains aspects. Je pense qu'elle pourra peut-être aider dans le futur à soigner des maladies. C'est vrai que pour certaines choses, on peut poser une question à ChatGPT, il vous calcule la surface d'une maison, du nombre de pots de peinture qu'il faut pour repeindre la maison. Pour l'aspect artistique, on pourra pas remplacer l'homme, parce que de toute façon, je trouve que ce qui ressort de l'intelligence artificielle en termes de visuel, c'est un peu moche, c'est un peu homogène, c'est pas créatif, et ça rend les choses beaucoup plus froides qu'un esprit humain. Donc je sais pas si elle le menace. Moi j'espère juste qu'à un moment donné, là, ça va juste être une passade où on voit fleurir des affiches en intelligence artificielle qui sont affreuses. Donc on essaie quand on peut, j'ai des collègues qui essaient de signaler en disant voilà, ça c'est pas possible. Si c'est une mairie qui s'occupe de l'affiche, on essaie de les alerter en disant vous pouvez pas utiliser des affiches en intelligence artificielle, c'est pas respectueux auprès des auteurs qui essaient de créer des choses. Mais j'espère juste que ce sera qu'une passade et qu'on se raisonnera et qu'on comprendra que les artistes sont malgré tout essentiels dans la créativité et dans la création. Et pour finir, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le dessin de bande dessinée jeunesse, comme la licence Les Lapins Crétins ou votre création Trappeur de Rien ? Alors le Trappeur de Rien, elle vient d'une envie de dessiner des aventures, des histoires d'aventures, un peu comme à l'époque de Picsou en fait, comme la jeunesse de Picsou. C'était une grande inspiration, celle faite par Don Rosa. Donc j'avais très très envie d'aller là-dessus et j'avais envie de créer un peu ma propre histoire, même si c'est pas moi qui l'ai écrite, mais j'avais envie de dessiner des animaux avec des grands paysages, des grands espaces. Et donc Trappeur de Rien, par ailleurs, je continue à dessiner la série et je m'éclate beaucoup à le faire, même si parfois je manque un peu de temps. Pour les Lapins Crétins, il se trouve qu'il y a en 2006-2007, moi je jouais déjà aux jeux vidéo. Et je m'éclatais déjà, et ce qui fait que lorsqu'on m'a proposé la licence, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours le faire dans la mesure où c'est éclatant quoi. Graphiquement c'est intéressant de dessiner, de s'amuser avec, essayer de faire rire les autres avec ça. Et oui, dans la mesure où c'est une série que je connaissais déjà et qui est drôle, ça me plaît de les représenter en bande dessinée. Merci beaucoup Thomas Priou d'avoir partagé votre expérience, vos conseils et avant tout votre passion pour la bande dessinée à travers notre micro. C'est très inspirant de s'intéresser à votre parcours et à vos bandes dessinées. Merci beaucoup, avec plaisir. Et pour clôturer cette émission, souhaitez-vous dire un petit mot aux auditeurs ? Sans vouloir être bateau, il faut croire en ses rêves. Et puis surtout, avoir de la persévérance lorsqu'on veut faire quelque chose et ne jamais lâcher le morceau. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté Paroles de Jeunes. Et on se dit à très vite sur RCF Cœur de Champagne.